Bonjour à tous, nous allons laisser pour l'instant de côté le chapitre sur les enzymes et commencer tout de suite le chapitre 2 sur la régulation de la glycémie. Le glucose, comme vous le savez, est une molécule essentielle pour le fonctionnement cellulaire. Vous avez sur la photo donc le document 1 de la page 130 qui vous montre effectivement que la consommation de glucose par un tissu peut être mesurée par tomographie avec émission de positons. Et l'on voit sur la photo qu'un individu en bonne santé consomme au niveau du cerveau beaucoup de glucose. Par contre, si l'individu est en état végétatif, la consommation de glucose de son cerveau diminue et celle-ci diminue encore plus en cas de mort cérébrale. Donc le glucose est la principale source d'énergie de nos cellules. Je vous ai remis en rappel l'équation de la respiration cellulaire que vous connaissez bien et qui montre que effectivement il y a production d'énergie par respiration. En dessous, je vous ai mis un petit dessin où vous avez effectivement une petite expérience que je vais maintenant vous présenter. Sur cette expérience, vous avez à gauche un bécher dans lequel on a placé de l'eau avec de l'amidon. Et au-dessus du bécher, une membrane de cellophane. Le cellophane, c'est une fine membrane qui laisse passer des petites molécules, mais qui ne laissera pas passer de grosses molécules. Au-dessus, on a placé de l'eau et on a fait un test à l'eau iodée. L'eau iodée est restée jaune au-dessus du cellophane. Cela prouve donc que l'amidon ne traverse pas le cellophane car la molécule est de trop grosse taille. Sur le bécher à droite, nous refaisons la même expérience, mais nous avons placé de l'eau avec du glucose. Et au-dessus, nous faisons le test avec une bandelette réactive au glucose. Cette bandelette change de couleur s'il y a du glucose dans le milieu. Or, on s'aperçoit, après une vingtaine de minutes, que le test au glucose au-dessus du cellophane est positif. Donc, cela prouve que le glucose a traversé le cellophane. Donc, comme la molécule de glucose est plus petite que celle de l'amidon, le passage est possible. Cette expérience est faite pour comparer ce qui se passe donc dans l'expérience avec ce qui se passe au niveau de notre intestin. Effectivement, les grosses molécules comme l'amidon ne peuvent pas être absorbées par la paroi intestinale, contrairement aux petites molécules comme le glucose. C'est la raison pour laquelle nos enzymes digestives sont utiles, puisqu'elles peuvent ainsi découper les grosses molécules d'amidon en plus petites molécules. Je vous ai donc écrit: les glucides à grosses molécules sont transformés en glucose grâce à l'action des enzymes digestives. Le glucose peut ainsi être absorbé au niveau de l'intestin grêle. Il se retrouve alors dans le sang. Dans le grand 1, nous aborderons donc la glycémie, un paramètre régulé. Document 2, page 131 de votre livre. Vous voyez l'évolution de la glycémie tout au long de la journée. La glycémie, donc, c'est le taux de glucose dans le sang. Ce taux de glucose, on estime qu'il est en moyenne égal à 1 g par litre. Mais quand vous regardez la courbe, vous voyez effectivement que cette valeur de 1 g est très inégale tout au long de la journée. Le matin, au réveil, la glycémie est plutôt aux alentours de 0,8 g par litre. Puis, lors du petit déjeuner, cette glycémie va monter à 1,3 g par litre. Puis ensuite, elle va redescendre durant la matinée. Si vous effectuez une activité sportive, elle descendra plus vite, mais elle remontera parce qu'elle est effectivement régulée. Au moment du déjeuner, vous serez à nouveau donc aux alentours de 0,8 g par litre. Vous aurez une sensation de faim. Puis, après la prise du repas, vous monterez à 1,2, 1,3 g par litre, et ainsi de suite. Donc, tout au long de la journée, vous oscillez aux alentours des 1 g par litre, selon votre activité physique ou selon la distance du dernier repas.
je vous ai effectivement marqué que la glycémie donc, a une valeur globalement constante au cours de la journée. Elle varie entre 0,8 et 1,2 g par litre, avec une valeur moyenne d'environ 1 g par litre. Cette valeur est dite la valeur de consigne, la valeur de référence. Si elle reste constante autour de la journée, cela signifie qu'elle est régulée. Donc, il y a nécessité d'un système réglé, système réglant. On parle d'homéostasie glycémique. Si la glycémie est inférieure à 0,8 g par litre, on parle d'hypoglycémie. Pourquoi est-il dangereux d'être en hypoglycémie? Si la glycémie est inférieure à 0,6 g par litre, on va avoir donc un trouble des cellules nerveuses, des tremblements, en sueur, des pâleurs. Si la glycémie descend encore à 0,5 g par litre, cela peut entraîner des convulsions, coma, lésions cérébrales, puis la mort si la situation perdure. Vous comprenez bien avec ces symptômes qu'il est impératif que notre glycémie soit régulée. Dans ce chapitre, nous verrons effectivement comment éviter cette hypoglycémie. S'il y a hyperglycémie, les manifestations seront plutôt à long terme. Une personne qui aurait une glycémie de 1,3 ou 1,5 g par litre de façon constante ne ressentirait pas de troubles. Cependant, à long terme, cela va entraîner des troubles vasculaires, le durcissement des vaisseaux, des troubles rénaux ou des troubles oculaires. Nous le verrons plus tard quand nous allons traiter des diabètes. Cependant, déjà, si vous regardez le document 3 de votre livre, à la page 131, on voit ici une rétine normale et une rétine d'un individu diabétique avec le dépôt de lipides au fond de sa rétine. Ces dépôts lipidiques sont dus à un trop fort taux de sucre dans le sang, et on verra plus tard que le sucre est transformé en graisse et que si le taux de sucre est élevé de façon permanente, eh bien, il peut y avoir des dépôts de graisse dans la rétine et cela peut entraîner des troubles visuels. Vous comprenez ainsi qu'il est nécessaire que la glycémie soit également régulée si l'on se trouve donc en cas d'hyperglycémie. L'organisme utilise entre 10 et 15 g par heure de glucose au repos complet, beaucoup plus en activité. La consommation étant continue, mais les apports, c'est-à-dire les repas, discontinus, il y a nécessité d'un système de mise en réserve du glucose. Nous allons maintenant voir donc le grand 2 avec les effecteurs de la glycémie. Ici, vous avez donc le document 3 de la page 133. Vous voyez sur ce document, on va zoomer un petit peu, la place du foie dans la circulation générale. Normalement, chaque organe reçoit du sang en provenance du cœur. On le voit pour le foie, on le voit pour l'intestin, pour les muscles, les autres organes. Le sang qui arrive aux organes par une artère. Une artère, c'est un vaisseau donc sanguin qui quitte le cœur. Et le sang qui arrive aux organes est un sang riche en oxygène, en rouge sur le dessin. Le sang qui quitte les organes est un sang pauvre en dioxygène, les organes ayant consommé le dioxygène. Et les vaisseaux sanguins qui repartent au cœur sont donc des veines. Donc on a habituellement le système artère, organe, veine. Cependant, si l'on s'intéresse maintenant au foie, on voit que
le sang riche en dioxygène arrive au niveau de l'intestin. Au niveau de l'intestin, on voit que le sang repart par une veine, mais que cette veine, avant de renvoyer le sang au cœur, transite au niveau du foie. Nous avons donc un système artère, veine, organe, veine. Quand on a effectivement une succession veine, organe, veine, on parle de système porte. À quoi sert donc cette veine porte hépatique? Comme on l'a dit précédemment, les aliments sont absorbés au niveau de l'intestin. Et donc, le glucose absorbé au niveau de l'intestin va directement rejoindre le foie. Je vous ai fait un petit dessin sur votre polycopier et je vous ai mis qu'une veine en provenance de l'intestin atteint le foie, c'est la veine porte hépatique. Le sang ressort du foie par la veine sus-hépatique. Quand se succèdent veine, organe, veine, on parle de système porte. Le glucose absorbé au niveau de l'intestin rejoint directement le foie. Document 3A, page 133. Dans ce document, vous avez un petit tableau qui vous présente la glycémie dans la veine porte après un repas et après un jeûne de courte durée. On voit effectivement qu'après un repas, la glycémie dans la veine porte augmente, ce qui est normal puisque effectivement cette veine quitte l'intestin et au niveau de l'intestin, on a eu une absorption de glucose importante. Après un jeûne de courte durée, il n'y a plus de glucose dans l'intestin, ou beaucoup moins, donc il y a beaucoup moins de glucose dans la veine porte. Quant à ce qui se passe dans la veine sus-hépatique qui se situe au-dessus du foie, eh bien, on voit que les valeurs de glycémie varient beaucoup moins. Elles varient effectivement de 1,2 à 0,9 selon les heures de la journée. Donc, cela prouve bien qu'au niveau du foie, il se passe quelque chose. Une partie du glucose semble retenue. Nous constatons cependant que dans une artère, telle que par exemple l'artère hépatique, le taux de glucose est relativement constant. Donc, comme je vous l'ai écrit, la position anatomique du foie lui permet de stocker rapidement l'excès de glucose absorbé au niveau de l'intestin à la suite d'un repas. Dans le petit 2, je vous présente 2 TP qui permettent de mettre en évidence les lieux de mise en réserve du glucose. Ces 2 TP, j'espère que nous aurons le temps donc de les faire à la rentrée. Je vous les explique. Dans le premier, nous allons montrer la présence de glycogène dans le foie. Le glycogène, c'est la forme de stockage du glucose chez les animaux. Par comparaison, le glycogène, c'est un petit peu l'amidon chez les végétaux, l'équivalent. Vous savez que l'amidon, c'est une chaîne de molécules de glucose que l'on trouve chez les végétaux. Le glycogène, c'est une chaîne de molécules de glucose que l'on trouve donc chez les animaux. Comme il est écrit sur l'expérience, donc le glycogène est une macromolécule, c'est une grosse molécule présente donc chez les animaux. Donc le but du TP, c'est de montrer que le foie est bien un organe de stockage du glucose sous forme de glycogène. Pour cela, nous allons faire l'expérience suivante. Comment procéder? Nous allons réduire l'échantillon de foie en purée en le découpant finement avec les ciseaux directement dans une soucoupe. Donc vous aurez devant vous un morceau de foie et à l'aide de petits ciseaux, vous allez le découper en menus morceaux. Ensuite, vous allez placer ces menus morceaux dans un mortier avec un pilon
et vous allez donc l'écraser. Vous allez ajouter un petit peu d'eau de façon à obtenir un jus de foie. Vous allez filtrer le broyat et le verser dans un tube. Vous ferez un tube témoin où vous allez placer de l'eau. Je vous ai mis à côté donc le dessin de l'expérience. Les résultats. Dans le tube ici, où on a un jus de foie, en présence d'eau iodée, on a une coloration brun acajou. La coloration brun acajou prouve qu'il y a du glycogène en présence d'eau iodée. À droite, vous avez simplement de l'eau et vous avez la couleur naturelle de l'eau iodée. En résumé, l'eau iodée donne une coloration brun acajou en présence de glycogène. Pour rappel, en présence d'amidon, la coloration était bleu-violet. Donc, à l'issue de cette expérience, nous avons prouvé que le foie contient bien du glycogène, donc que le foie est un organe de stockage du glucose. Dans le TP numéro 2. Ce TP numéro 2, si nous étions en classe, nous le ferions à la suite du TP numéro 1. C'est une séance où nous enchaînons comme ça 3 petits TP. Dans ce TP numéro 2, vous avez là encore un morceau de foie. Vous allez prendre ce morceau de foie et le gratter avec un scalpel. Et vous allez ainsi déposer un tout petit morceau de ce foie sur une lamelle, enfin sur une lame plus exactement, et vous allez ainsi déposer une goutte d'eau iodée et laisser agir comme ça plusieurs minutes. Le morceau de foie déposé est vraiment très petit. Après quelques minutes, vous placerez donc une lamelle sur votre lame de microscope et vous écraserez de façon à étaler les cellules de foie. Voici donc le résultat obtenu. Vous avez ici des cellules de foie de lapin à différents grossissements et à l'intérieur de ces cellules, donc ça c'est la cellule, ça c'est le noyau de la cellule, vous avez des petits grains qui sont bruns acajou. Donc la présence de petits grains bruns acajou après le dépôt d'eau iodée montre effectivement que le glycogène est stocké dans les cellules de foie. À la suite de ce TP, voici un petit peu de cours. Je vous ai noté que le glucose peut être stocké soit sous forme de glycogène dans le foie et les muscles, soit sous forme de triglycérides dans les cellules adipeuses. Effectivement, voici l'équation que vous devez retenir. À partir de N molécules de glucose, grâce à une enzyme, la glucokinase, vous allez voir se fixer des groupements phosphates sur votre molécule de glucose. Et grâce à l'enzyme glycogène synthétase, votre glucose va être mise en chaîne pour former le glycogène. Cette étape est la glycogénogénèse. Autrement dit, la génèse, c'est-à-dire la fabrication de glycogène. Votre glucose peut être stocké dans les cellules adipeuses, autrement dit dans les cellules de graisse, sous forme de triglycérides. Et donc là, vous allez générer des lipides, c'est la lipogénèse. Donc en résumé, votre glucose est stocké soit dans le foie et les muscles, sous forme de glycogène, soit dans les cellules adipeuses, sous forme de triglycérides. Plus tard, il va être déstocké. Donc en petit b, voyons la libération de glucose. Avant de passer à la libération, il y a un document que j'ai oublié de vous montrer tout de suite. On en voit effectivement, par exemple, ici dans le foie, les cellules de foie appelées hépatocytes qui ont stocké le glycogène. Les cellules musculaires qui stockent également le glycogène, coloration rouge ici. Et ici, les adipocytes, donc les cellules graisseuses, qui stockent, représentées en jaune ici, les triglycérides. Nous arrivons
au troisième TP du jour. Ce TP s'appelle des réserves privées et publiques de glycogène. Pour suivre ce TP, je vous conseille donc très vivement de regarder le document 2, page 135. L'expérience réalisée en classe correspond exactement à l'expérience de ce document. Je vous ai présenté le TP sous forme d'un TP style ECE. On vous explique tout d'abord que le glycogène est la forme de stockage de glucose dans le foie et les muscles, ce que vous devez déjà savoir. Cependant, on vous explique que l'on parle de réserve publique quand l'organe est capable de restituer du glucose au sang et de réserve privée quand l'organe conserve pour lui ses réserves. Dans l'ETP, nous devons mettre en évidence s'il s'agit du foie ou du muscle, qui est l'organe qui participe à la libération de sucre dans le sang en cas d'hypoglycémie. Donc, dans l'ETP, première étape, on vous demande de concevoir une stratégie qui sera également associée avec un protocole pour expliquer donc ce que vous feriez pour montrer que s'il s'agit du foie ou s'il s'agit du muscle qui libère le glucose en cas d'hypoglycémie. Je vous ai rappelé donc bien étudier l'expérience document 2, page 135. Donc, voilà ce que l'on attendait de vous pour l'étape donc concevoir une stratégie protocole. On prend un morceau de foie et un morceau de muscle que l'on va découper en menus morceaux comme sur la photo du livre. On va rincer ces petits morceaux de foie d'un côté, ces petits morceaux de muscle de l'autre. On les rince bien donc grâce à une petite passoire et on les place dans un bécher. Donc un bécher pour le muscle, un bécher pour le foie. Et on teste immédiatement la présence de glucose à l'aide des bandelettes réactives. Normalement, comme on vient de rincer, l'eau n'a pas eu le temps de s'enrichir éventuellement en glucose, donc le test à glucose doit être négatif. 20 minutes plus tard, on refait le test. Résultat attendu, puisque dans la stratégie, il faut dire ce que l'on attend. Si c'est le foie qui libère le glucose, le test sera positif au glucose dans l'eau de trempage. Si c'est le muscle, le test sera positif au glucose dans l'eau de trempage du muscle. On pourra ainsi définir l'organe participant à la libération de glucose. Dans l'étape 2, vous effectuez le protocole. Là, lisez bien le document, on vous explique comment faire. L'étape 3, vous devez présenter des résultats. L'étape 3, qui consiste à la présentation des résultats, et l'étape 4, qui consiste à l'exploitation des résultats, est maintenant commune. Cependant, vous devez présenter vos résultats de façon scientifique. C'est la raison pour laquelle il serait vivement conseillé en ECE de faire ici un tableau pour présenter vos résultats. Vous avez donc sur votre feuille le tableau avec les résultats. Quand vous analysez vos résultats, vous devez, de façon plus ou moins explicite, montrer ce que vous observez et d'après vos connaissances, conclure. Je vous ai marqué à côté. Je vois que, je sais que, je conclus. Vous pouvez, lors de l'analyse, soit marquer en toutes lettres je vois que, je sais que, je conclus, soit de façon, non explicite, faire quand même de façon bien séparée les 3 étapes de l'analyse. Par exemple, le test à la bandelette est positif pour le glucose dans l'eau contenant le foie, mais pas dans celle contenant le muscle. Cela signifie donc que le foie libère du glucose, mais pas le muscle. Donc le foie libère de façon continue du glucose à partir du glycogène stocké. Donc là, vous avez bien les 3 étapes. Je vois que, je sais que, je conclus. Si cela vous aide pour ne pas oublier une étape de la démarche, vous pouvez écrire en toutes lettres les 3 étapes. Je vois que, je sais que, je conclus. C'est à vous de voir. Le foie est capable de libérer le glucose qu'il a mis en réserve à la suite d'un repas. On parle de réserve publique de glycogène. Le muscle, qui a stocké également le glucose sous forme de glycogène, ne le restitue pas. Il le conserve pour son fonctionnement
on parle de réserve privée. Conclusion, libération du glucose par le foie et non par le muscle. Dans le document 1, page 134, vous voyez la présence de glycogène dans le muscle avant une période de jeûne et après une période de jeûne. Donc le muscle a utilisé son glucose qui était stocké sous forme de glycogène. Ici, un hépatocyte avant une période de jeûne, après une période de jeûne. Il y a eu là aussi utilisation du glucose. Cependant, les deux organes n'ont pas utilisé le glucose de la même façon. Regardez le document 3, page 135. On vous montre l'activité d'une enzyme, la glucose 6-phosphatase, qui est très présente dans le foie, qui est très peu présente dans le muscle. Or, c'est une enzyme qui permet, regardez ici, à partir du glycogène, qui se transforme en glucose 6-phosphate, le passage du glucose 6-phosphate en glucose. Autrement dit, c'est une enzyme qui va décrocher le groupement phosphate du glucose 6-phosphate. Quelles conséquences va avoir cette enzyme sur les réserves de glycogène et de glucose, donc du muscle et du foie? Eh bien, c'est tout simple. À partir de glycogène dans le foie, grâce à une enzyme, la glycogène phosphorylase, vous avez du glucose 6-phosphate. Et grâce à la fameuse enzyme glucose 6-phosphatase, le glucose est libéré. Le foie libère donc le glucose. On parle de réserve publique de glucose, car le foie donne le glucose à l'ensemble de l'organisme. Il ne le garde pas pour lui. La lyse, autrement dit la dégradation du glycogène, est une glycogénolyse. Vous avez ici, je vous ai cité des expériences historiques de Claude Bernard. Alors, ces expériences historiques sont les suivantes. Voilà, vous avez le document ici qui n'est pas dans votre livre, mais que je vais vous expliquer. Eh bien, si on enlève le foie à un chien, expérience historique du 19e siècle, on voit très rapidement que sa glycémie s'effondre. Il part de un peu plus de 1 g par litre, comme chez nous, et ici, en quelques heures, eh bien, il va avoir donc une grande faiblesse, coma, puis mort. Donc, cela prouve bien que le foie est un organe absolument indispensable à la vie, car effectivement, eh bien, il va permettre la libération de glucose pour le fonctionnement de notre organisme. Maintenant, au sujet du muscle. Le muscle a stocké le glucose sous forme de glycogène. Grâce à la même enzyme, on va avoir du glucose 6-phosphate. Cependant, dans le muscle, on l'a vu dans le document, l'activité de l'enzyme glucose 6-phosphatase est très faible, de telle sorte qu'on ne pourra pas passer facilement du glucose 6-phosphate au glucose. Or, le glucose 6-phosphate est une molécule qui ne peut pas traverser les membranes plasmiques, donc qui ne pourra pas ressortir des cellules musculaires. Le glucose 6-phosphate pourra être utilisé directement pour la respiration des cellules. C'est la raison pour laquelle on parle de réserve privée de glucose pour le muscle. Les autres organes ne sont pas des organes de stockage. Enfin, en ce qui concerne la libération de glucose, enfin du moins de molécules, par les cellules adipeuses. Nous avions vu tout à l'heure que les cellules adipeuses étaient capables de stocker le glucose sous forme de triglycérides. C'était la lipogénèse, la synthèse de lipides. Cependant, les cellules adipeuses seront également capables de déstocker leurs triglycérides. On voit sur le petit document que je vous ai mis ici que si l'on perfuse des cellules de foie
de rat à l'aide d'un liquide physiologique contenant du glycérol et que l'on stoppe la perfusion, eh bien, le foie, on voit diminuer ici le taux de glycérol dans le foie et la synthèse de glucose à la place du glycérol. Que peut-on en déduire? Les cellules adipeuses pourront libérer du glycérol à partir de triglycérides, c'est la lipolyse, mais le foie saura retransformer le glycérol en glucose, c'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Le foie peut aussi produire du glucose à partir d'acides aminés. Donc vous avez ici un petit schéma. Je vais essayer légèrement de réduire pour que vous voyez le schéma en entier. Un petit peu trop. Ce schéma est un schéma donc bilan où l'on voit que le glucose peut être stocké dans les adipocytes, cellules graisseuses, dans les cellules musculaires et également dans le foie. Dans le foie, le glucose est stocké sous forme de glycogène. C'est la glycogénogénèse, la genèse de glucose. Et le foie peut libérer du glucose à partir du glycogène. C'est la glycogénolyse. Donc, c'est un organe qui stocke et libère du glucose de façon continue. Le muscle peut stocker du glucose sous forme de glycogène, comme le foie, c'est la glycogénogénèse, comme le foie. Mais par contre, cela donnera du glucose 6-phosphate qui, lui, ne pourra pas quitter le muscle. Donc, une fois rentré dans les cellules musculaires, le glucose va y rester jusqu'à son utilisation. Les cellules adipeuses, elles, stockent le glucose sous forme de triglycérides, donc genèse de lipides, lipogénèse, qui pourront être détruits, lipolyse, sous forme de glycérol. Glycérol qui passera dans le sang pour être transformé en glucose par le foie. Donc on aura synthèse de nouveaux glucoses, la néoglucogénèse. Le foie sait également fabriquer du glucose à partir d'acides aminés. Résumons, le foie est donc le seul organe apte à produire du glucose. Effectivement, c'est le seul, regardez les flèches, qui libère du glucose, soit à partir du glycogène qu'il a stocké, soit à partir du glycérol qui provient de l'hydrolyse des lipides. Donc il a vraiment un rôle central dans la régulation de la glycémie. Voilà. Donc la première partie de ce chapitre est terminée. Nous verrons la deuxième partie la semaine prochaine. Bonne semaine. Merci.